je rangeais des documents dans le bureau de Laurent, à notre château bordelais, à la recherche du passeport de mon fils Gabriel pour un voyage scolaire, quand j'ai trouvé une enveloppe scellée, cachée au fond d'un tiroir fermé à clé et laissée entrouvert par inadvertance. À l'intérieur, un test ADN datant de 3 ans, peu après la naissance de Gabriel. J'ai lu les mots, rédigés en français clinique, et mon monde s'est écroulé. Probabilité de paternité, 0%. Laurent Lacombe n'est pas le père. Aide biologique de l'enfant testé. Les mains tremblantes, je tenais le papier, repensant à 20 ans de prière, au traitement de fertilité éprouvant, à la joie immense ressentie à la naissance de Gabriel. Et maintenant, cette vérité brutale, l'enfant que nous avions tant désiré, n'était pas biologiquement celui de mon mari. À cet instant, j'ai entendu la voix de Laurent monter l'escalier, et au lieu de crier ou de pleurer, j'ai glissé le test dans ma poche, déterminé à découvrir toute la vérité avant de le confronter. Car s'il avait menti sur ce point, qu'avait-il d'autre à me cacher? Bonjour à tous. Avant de poursuivre ce récit de prières exaucées, de secrets de famille et de vérités bouleversantes, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Cette histoire parle de maternité, d'identité et du courage nécessaire pour affronter les mensonges qui soutiennent des familles entières. Préparez-vous, car ce que je vais vous révélera que, parfois, les bénédictions que nous implorons sont teintées de vérités douloureuses. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Pensez-vous que la vérité biologique doive toujours être révélée ou que certains secrets doivent être gardés pour le bien de la famille? Je m'appelle Edith Lacombe, j'ai 55 ans et je suis née dans une famille bourgeoise lyonnaise. J'ai rencontré Laurent Lacombe à 28 ans lors d'une dégustation de vin. Il avait 10 ans de plus que moi, était raffiné et propriétaire du château Lacombe, un prestigieux domaine familial à Saint-Émilion, près de Bordeaux, qui produisait des vins depuis 1847. Je suis tombée amoureuse non seulement de lui, mais aussi de la vision de la vie qu'il incarnait. La tradition, la famille, la terre. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, lors d'une magnifique cérémonie au cœur des vignes. Mon unique ambition était simple et profonde, avoir des enfants, beaucoup d'enfants, pour remplir ce château 4 fois, centenaire de rire et de continuité. Laurent partageait ce rêve. Du moins, c'est ce que je croyais. Pendant 22 ans, nous avons essayé d'avoir des enfants. 22 ans d'espoir, de désespoir, de traitements médicaux invasifs, de prières ferventes. J'ai subi 7 inséminations artificielles, 4 fécondations in vitro, 3 se sont soldées par des fausses couches dévastatrices. Les médecins disaient que mes ovules étaient sains, que mon utérus était parfait. Personne ne comprenait pourquoi nous n'y arrivions pas. Laurent refusait de se soumettre à des tests de fertilité masculine, affirmant que les hommes de la famille Lacombe ont toujours été fertiles et que le problème venait sûrement de mon corps vieillissant. Je le croyais. J'ai porté cette culpabilité comme une croix pendant 2 décennies. Je priais chaque soir dans la chapelle du château, agenouillée devant la Vierge Marie, implorant un miracle. Ma belle-mère, Madame Hélène Lacombe, me traitait avec un mépris croissant, insinuant que j'étais indigne de la lignée. Le château où nous vivions était un domaine majestueux. 150 hectares de vignes de Merlot et de Cabernet Franc, un hôtel particulier en pierre calcaire de 22 chambres, des caves souterraines du XVIIe siècle, des jardins à la française conçus dans le style le nôtre. C'était aussi une prison dorée. Laurent contrôlait tout, les finances, le personnel, les décisions concernant le domaine viticole. J'étais la dame du château, censée organiser des dîners élégants, représenter la famille lors des événements mondains et surtout donner un héritier. Sans héritier, je n'avais plus de raison d'être. Les chambres vides de l'aile des enfants me hantaient. Je les avais décorées avec espoir 20 ans auparavant. Papier peint à motifs d'ourson, berceaux en acajou, jouets importés. Laurent avait fait fermer toute cette aile à clé 10 ans plus tôt. Pour ne pas te torturer avec cette vue, disait-il. Mais c'était une torture malgré tout. Il y a 3 ans, j'avais 52 ans
et Laurent 57, quand il est rentré à la maison euphorique avec une nouvelle. Une nouvelle clinique de fertilité venait d'ouvrir à Paris, la clinique Renaissance, spécialisée dans les cas impossibles. Ils utilisaient des techniques révolutionnaires, des donneurs anonymes de haute qualité génétique et offraient des garanties de succès quasi absolus. Le coût était de 80 000 €. Je n'ai pas hésité. Nous avons vendu un terrain et sommes partis pour Paris. Les médecins restaient vagues sur la procédure exacte. Je me souviens avoir signé des dizaines de documents sans les lire en entier, faisant confiance à Laurent pour traduire le jargon médical. C'est une FIV avec des ovocytes d'une jeune donneuse et mon sperme, m'a-t-il expliqué. Tes ovocytes sont trop vieux, Edith. Il faut se rendre à l'évidence. Ça m'a fait mal d'entendre ça, mais je l'ai accepté. N'importe quel chemin qui nous emmènerait à un enfant. 9 mois plus tard, Gabriel naquit. Un petit garçon parfait de 3 kg et 400 grammes, avec des yeux couleur miel, des cheveux châtain clair et un sourire qui illuminait la pièce. Ce fut le plus beau jour de ma vie. Je le tenais dans mes bras et je sentais que toutes les prières, toutes les souffrances avaient valu la peine. Laurent semblait fier, mais son comportement était étrange. Il évitait de prendre Gabriel dans ses bras les premiers mois, me laissant, et les nourrices s'en occupaient. Quand je lui demandais pourquoi, il répondait qu'il n'était pas doué avec les bébés. Madame Hélène réagit elle aussi bizarrement. Au lieu de se réjouir de son petit-fils, elle semblait presque rancunière. Elle fit remarquer à plusieurs reprises que Gabriel ne ressemblait à personne dans la famille Lacombe. Je n'y prêtais pas attention. Gabriel était mon miracle. Cela me suffisait. Ma routine a complètement changé. Je me suis entièrement consacrée à Gabriel. Je me levais à 6 heures pour l'allaiter. Oui, j'ai réussi à l'allaiter même s'il n'était pas mon fils biologique grâce à la stimulation hormonale. Je passais mes journées à jouer, chanter, lire des histoires. Gabriel a grandi, joyeux, intelligent et curieux. À 3 ans, il parlait déjà 2 langues, adorait la musique et dessinait sans cesse. Laurent gardait ses distances. Il disait être occupé par les vendanges ou en train de négocier des exportations. Mais j'ai remarqué quelque chose. Il ne jouait jamais avec Gabriel comme le font les pères. Il ne le soulevait jamais, ne jouait jamais au ballon, ne l'appelait jamais mon fils. Il disait toujours le garçon ou Gabriel. J'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Les premiers signes concrets de ce secret sont apparus il y a 6 mois. Gabriel, aujourd'hui âgé de 3 ans, a contracté une grave pneumonie. Les médecins ont demandé un dossier médical complet de la famille, incluant les groupes sanguins des parents. Je suis de groupe O positif. Gabriel est de groupe AB négatif. Lorsque j'en ai parlé au pédiatre, il a paru perplexe et m'a demandé le groupe sanguin de Laurent. A positif, ai-je répondu. Le médecin a hésité, puis a déclaré « Madame, c'est génétiquement improbable, mais il existe de rares cas. » Cette phrase résonnait sans cesse dans ma tête. J'ai commencé à faire des recherches sur la génétique sanguine. J'ai découvert que 2 parents, l'un de groupe O positif et l'autre de groupe A positif, ne pouvaient pas avoir un enfant de groupe AB négatif. C'était impossible. J'ai confronté Laurent. Il était furieux, m'accusant d'être obsédé par des bêtises, que la génétique est complexe, que je devrais me concentrer sur mon rôle de mère et non sur celui de détective. J'ai cédé, mais le doute s'est profondément enraciné. La situation s'est envenimée lorsque j'ai commencé à surveiller Laurent de plus près. Il fermait constamment son bureau à clé. Il recevait des appels auxquels il répondait à l'extérieur. Il se rendait à Paris pour des réunions avec une fréquence inhabituelle. Un soir, j'ai surpris une conversation téléphonique houleuse. J'ai payé pour le silence. Si quelqu'un découvre la vérité, c'est fini entre nous. Le garçon ne doit jamais le savoir. J'ai eu des frissons. De quel secret parlait-il? J'ai commencé à chercher des preuves. J'ai discrètement fouillé les tiroirs. J'ai vérifié les décès, relevés bancaires. Il y avait des virements mensuels de 2 000 € sur un compte à Paris, sans identification claire. Laurent payait quelqu'un. Pourquoi? Pour cacher quoi?
C'était un après-midi de septembre quand tout a basculé. Laurent était parti à Bordeaux pour une réunion avec des distributeurs. Gabriel était à la maternelle. J'étais seule au château. J'ai finalement décidé d'ouvrir le tiroir de son bureau, qu'il gardait toujours fermé à clé. J'ai trouvé la clé cachée derrière un livre sur une étagère, un endroit bien trop évident. À l'intérieur, des documents de la clinique Renaissance, des contrats signés, des reçus et l'enveloppe contenant les résultats du test ADN. En lisant, probabilité de paternité 0%, j'ai eu la nausée. Laurent savait depuis la naissance que Gabriel n'était pas son fils biologique et il ne me l'avait jamais dit. Il avait gardé ce secret pendant 3 ans. Pourquoi? Si nous avions eu recours à un donneur anonyme, quel était le problème? À moins que il ne soit pas si anonyme que ça. Dans les documents de la clinique, j'ai trouvé un nom inattendu. Donneur JL. Compatibilité familiale confirmée. JL initiale. Laurent était LL. Qui était JL? J'ai poursuivi mes recherches. J'ai trouvé des courriels imprimés échangés entre Laurent et le directeur de la clinique. Comme demandé, nous avons utilisé un échantillon de votre frère Jérôme. Nous garantissons une confidentialité absolue. Le versement mensuel au donneur sera maintenu comme convenu. Mon cœur s'est arrêté. Laurent avait un frère. En 27 ans de mariage, il n'en avait jamais parlé. Il avait toujours affirmé être fils unique. Qui était Jérôme? Pourquoi Laurent avait-il utilisé le sperme de son propre frère pour avoir Gabriel? Et pourquoi payait-il pour son silence? J'ai passé les 3 jours suivants à faire ce à quoi Laurent s'attendait le moins, enquêter. J'ai engagé un détective privé à Bordeaux, Monsieur Alain Perrin, spécialisé dans la recherche de personnes. Je lui ai donné tout ce que j'avais, le nom de Jérôme Lacombe, les informations sur la clinique, l'adresse du compte bancaire parisien. Perrin a travaillé rapidement. 5 jours plus tard, j'avais un rapport complet. Jérôme Lacombe, 58 ans, était le frère de Laurent, fils du même père, Monsieur Édouard Lacombe, mais d'une autre mère. Il était le fruit d'une liaison extra-conjugale d'Édouard avec une employée du domaine viticole. Lorsque la vérité a éclaté, la famille a chassé la mère de Jérôme et a refusé de reconnaître officiellement le fils. Jérôme a grandi dans la pauvreté à Paris, est devenu un musicien de rue talentueux, mais sans stabilité financière. Laurent l'a toujours méprisé comme un bâtard qui a terni le nom de la famille. Le rapport a révélé d'autres éléments. Il y a 10 ans, Jérôme a intenté un procès à la famille Lacombe pour obtenir la reconnaissance de sa paternité et une part de l'héritage. Laurent s'est battu avec acharnement, recourant à des avocats coûteux pour empêcher Jérôme d'être inscrit dans l'arbre généalogique officiel. Il a partiellement perdu le procès. Jérôme a été reconnu comme le fils d'Édouard, mais n'a reçu aucun héritage significatif. Il nourrissait une haine profonde envers Laurent. Puis, il y a 3 ans, Laurent lui a fait une proposition. 20 000 € d'avance, plus 2 000 € par mois à vie, en échange d'un don de sperme anonyme et d'un silence absolu. Jérôme, au bord du gouffre financier, a accepté. Laurent a utilisé le sperme du frère qu'il méprisait pour avoir l'héritier qu'il désirait, gardant ainsi la mainmise sur le récit. Gabriel était génétiquement Lacombe, mais d'une manière qui humiliait Jérôme et permettait à Laurent de conserver le pouvoir. J'éprouvais un mélange d'horreur et de lucidité. Laurent n'était pas stérile par hasard. Il le savait depuis des décennies et me l'avait caché. Il m'a fait subir 22 ans de traitement, de culpabilité, d'humiliation, me faisant croire que le problème venait de moi. Il a utilisé le frère qu'il détestait comme un outil génétique et il a acheté le silence de tous pour maintenir la supercherie selon laquelle Gabriel était le fils du PDG Laurent Lacombe. J'ai décidé de ne pas confronter Laurent en privé. Cela lui donnerait l'occasion de me manipuler, de mentir et de me faire interner comme hystérique. J'allais faire ce qu'il craignait le plus, tout révéler publiquement devant la famille, détruisant l'image qu'il s'était construite. J'ai contacté Jérôme par l'intermédiaire du détective. Je lui ai expliqué qui j'étais, ce que j'avais découvert et mon plan. Jérôme était sous le choc. Il ignorait que le don anonyme
avait donné naissance à un enfant, Gabriel. Laurent ne lui en avait jamais parlé. Je lui ai proposé de se rencontrer. Jérôme a accepté. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans un café à Bordeaux, je l'ai reconnu immédiatement. Il avait les mêmes yeux couleur miel. Que Gabriel, la même forme de visage, le même sourire. Jérôme était un homme bon, menant une vie simple. Il jouait de la guitare dans le métro, donnait des cours de musique aux enfants. Rien de l'arrogance de Laurent. Je lui ai montré des photos de Gabriel. Jérôme a pleuré. « Il est magnifique !» a-t-il dit d'une voix brisée. « J'ai un fils et je ne le savais même pas. » Nous avons tout planifié ensemble. Laurent organisait le dîner annuel de la famille Lacombe au château, une tradition qui réunissait cousins, oncles, associés du domaine et avocats pour célébrer les vendanges. Une centaine de personnes. Cette année, le dîner avait un but supplémentaire. Laurent comptait annoncer officiellement que Gabriel serait son héritier et successeur à la tête du domaine viticole à sa majorité. L'occasion rêvée pour mon plan. 3 jours avant le dîner, Laurent reçut un avis de dépôt de requête visant à le faire déclarer incapable juridiquement en raison de son comportement erratique et de ses décisions financières douteuses. C'était un mensonge stratégique. Je ne ferai jamais une chose pareille. Mais il parvint à le rendre paranoïaque et à le distraire pendant que je préparais ma véritable révélation. Le soir du dîner, le château était magnifique. Table ornée de fleurs blanches et de bougies, serveurs proposant les meilleurs crus, musique classique en fond sonore. Laurent rayonnait, saluant les invités, tenant la main de Gabriel, chose rare, comme un trophée. À 9 heures, il demanda le silence pour son discours. Il commença par évoquer l'histoire familiale, l'importance de la lignée, la fierté d'avoir enfin un digne héritier. C'est alors que je me levai, l'interrompant. « Laurent, avant d'annoncer Gabriel comme ton héritier, il y a quelque chose que tout le monde ici doit savoir. » Il pâlit. Je fis un geste. Jérôme entra dans la pièce, sa guitare sur le dos, vêtu d'habits simples mais élégants. Un murmure parcourut instantanément la salle. Je me suis dirigé vers le centre, à côté de Jérôme, et j'ai dit d'une voix ferme et claire « Je m'appelle Édith Lacombe. J'ai prié pendant 22 ans pour avoir un enfant. Laurent m'a fait croire que le problème venait de moi, que mes ovules étaient trop vieux, que mon corps était inadapté. J'ai porté ce fardeau de culpabilité pendant des décennies, tandis qu'il me cachait la vérité. Il est stérile. Quand nous avons enfin réussi à avoir Gabriel, grâce à une clinique parisienne, Laurent m'a dit que nous avions eu recours à un donneur anonyme, un mensonge. Il a utilisé le sperme de son propre frère. Cet homme-là, Jérôme Lacombe, le fils que la famille a renié. La salle a explosé de stupeur. Laurent a tenté de m'interrompre. J'ai continué plus fort. Laurent a méprisé Jérôme toute sa vie. Il s'est battu pour l'exclure de l'héritage familial. Mais quand il a eu besoin d'un héritier génétiquement Lacombe, il a acheté le sperme de son frère pour 20 000 € et un silence à vie. Je leur ai montré les documents, le test ADN, les courriels de la clinique, les reçus de paiement. Vous voulez savoir qui est le vrai père biologique de Gabriel? C'est Jérôme Lacombe, l'homme que cette famille a chassé et humilié. Laurent a utilisé son propre sang et acheté le silence pour créer l'illusion d'un héritier légitime tout en gardant un contrôle absolu. Je me suis tournée vers Laurent. Tu m'as traité d'incapable. Tu m'as fait subir 20 ans de traitements inutiles. Tu m'as trompé. Tu m'as menti. Tu m'as manipulé. Mais mon fils, oui, mon fils, car je l'ai porté, allaité, élevé. Gabriel n'est pas celui que tu as décrit. Il est le fils de la vérité que tu as tenté d'enfouir. Et je vais divorcer, prendre la moitié de ce domaine viticole que j'ai contribué à bâtir et faire en sorte que Gabriel connaisse son vrai père biologique. Laurent essaya de crier que j'étais folle, que je détruisais la famille. Mais Madame Hélène, ma belle-mère, se leva et dit quelque chose de surprenant. « Laurent, ça suffit. J'ai toujours su que tu étais stérile. Ton père me l'a dit avant de mourir. Tu es un lâche qui a accusé une innocente pendant 20 ans. Édith a raison. Gabriel mérite la vérité. » La famille était divisée. Certains défendaient Laurent, d'autres étaient trop choqués pour réagir. Jérôme resta silencieux, les larmes aux yeux, regardant Gabriel,
qui était confus mais pas effrayé. Je pris mon sac, pris la main de Gabriel et dis « Le dîner est terminé. Mes avocats vous contacteront demain. » Je quittai le château avec Gabriel et Jérôme, laissant Laurent anéanti au milieu de la pièce. La procédure de divorce a duré 8 mois, mais elle a été dévastatrice pour Laurent. Les preuves étaient irréfutables. J'ai conservé la moitié du château Lacombe, ainsi que la gestion. Laurent a gardé l'autre moitié, mais sans pouvoir de décision. J'ai reçu une pension alimentaire compensatoire de 200 000 € pour les années de violence psychologique et de mensonges systématiques. La garde de Gabriel m'a été confiée principalement. Jérôme n'a pas demandé la garde légale. Il comprenait que Gabriel me considérait comme sa mère et Laurent comme son père, indépendamment des liens du sang. Nous sommes parvenus à un accord à l'amiable. Jérôme aurait un droit de visite régulier, jouant le rôle d'oncle spécial, jusqu'à ce que Gabriel soit en âge de comprendre toute la vérité. J'ai repris le château Lacombe avec une vision totalement nouvelle. J'ai mis en place des pratiques durables, recruté une œnologue comme responsable de la production et ouvert le domaine au tourisme haut de gamme. J'ai transformé 3 ailes du château en hôtel de luxe. Le chiffre d'affaires a augmenté de 40% en 2 ans. J'ai rebaptisé le vin phare du millésime Cuvée Vérité. Il est devenu notre cuvée la plus vendue. L'histoire s'est discrètement répandue dans le monde du vin bordelais, celle de la femme qui a découvert le mensonge de son mari et transformé une tragédie familiale en renaissance entrepreneuriale. J'ai reçu des propositions d'interviews et de conférences. J'ai toujours refusé. Mon histoire était privée, ma guérison personnelle. Jérôme devint une présence constante dans la vie de Gabriel. Il venait au château 3 fois par semaine, donnait des cours de musique, racontait des histoires et jouait d'une manière que Laurent n'avait jamais su faire. Gabriel adorait oncle Jérôme. Ils avaient une connexion naturelle, inexplicable si ce n'est par le lien invisible de sang qu'ils partageaient. Jérôme n'a jamais cherché à remplacer Laurent. Il comprenait que la paternité est une construction émotionnelle et pas seulement biologique, mais il offrait quelque chose de précieux, un amour inconditionnel, sans aucune attente d'héritage ou de filiation. J'ai utilisé une partie de ma rémunération pour aider Jérôme à ouvrir une petite école de musique à Bordeaux. Il avait enfin trouvé stabilité et un but. Aujourd'hui, à 60 ans, je vis paisiblement au château Lacombe avec Gabriel, qui a maintenant 8 ans. Laurent vit à Bordeaux et rend visite à Gabriel toutes les 2 semaines, comme l'a fixé le tribunal. Gabriel sait que papa Laurent et maman Edith ont eu recours à une assistance médicale spéciale pour sa naissance et que oncle Jérôme est un membre de la famille très particulier. Quand il aura 12 ans, nous lui dirons toute la vérité. Il sera libre de choisir comment à l'intégrer. Jérôme n'est pas mon mari. Nous avons une profonde amitié et un partenariat dans l'éducation de Gabriel, rien de romantique. Il m'a sauvée sans le savoir, en me donnant non seulement du matériel génétique, mais aussi la clé qui a permis de lever le voile sur tous les mensonges. Laurent a perdu le respect du monde du vin. Il vit amer et isolé. Je n'éprouve aucune pitié. Je suis seulement reconnaissante de l'avoir découvert avant que Gabriel ne grandisse dans le mensonge. Mes chers, si vous avez prié pendant des années pour quelque chose et que vous l'avez enfin obtenu, pour découvrir ensuite qu'il était enrobé de mensonges, sachez que la vérité vaut toujours plus qu'un doux fantasme. J'aurais pu ignorer ce test ADN et continuer à vivre dans l'illusion d'une famille parfaite. Mais les mensonges empoisonnent tout, surtout les enfants. Gabriel mérite de grandir en sachant qui il est vraiment et non qui Laurent voulait qu'il soit. La maternité et la paternité se construisent jour après jour sur l'amour véritable et non sur l'ADN. Mais la vérité est un fondement essentiel. N'ayez pas peur des vérités douloureuses. Elles libèrent plus qu'elles ne détruisent. Si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le liker, à le partager avec ceux qui ont besoin d'entendre que les secrets de famille ont toujours un prix élevé. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'il faille toujours dire aux enfants la vérité sur leurs origines ou que certains secrets protègent mais plus qu'ils ne blessent?
Ensemble, nous sommes plus forts. Merci beaucoup et que Dieu vous donne à chacun le courage de choisir la vérité plutôt que la facilité et la sagesse de savoir que le véritable amour survit à toute révélation.